L'an dernier, avec Véronique, nous avions fait part de notre désir d'aborder la question de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Et considérant le sujet comme trop vaste, nous avions décidé de porter notre attention sur la seule question des harcèlements et violences sexuelles, sexistes, morales et autres. Cette année, ayant un peu de suite dans les idées, nous avons souhaité aborder un autre sujet, celui de l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein des écoles et des studios. Alors que vient de s'achever la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, nous sommes heureux de pouvoir aborder avec vous cette question avec nos 4 invités. Pascal Parsat, expert Bonjour. du vivre ensemble auprès d'Audience, qui sera le premier à intervenir. Jérémy Tinck, à mes côtés, directeur de Pôle 3D. Bonjour. Au passage, félicitations pour les larmes de la Seine. Merci. Et la nomination, en tout cas la qualification pour les Oscars. Loïc Burkhardt, sound designer. Je dois dire que c'est un ami de longue date, donc je suis particulièrement heureux qu'il soit à cette table. Je crois que j'étais là quand il est rentré à Folimage il y a trop longtemps, pour moi, et qui est sound designer, et il expliquera qu'il a un handicap visuel et la manière dont il travaille dans ces conditions-là. Et Leslie Thomas, que vous connaissez, que vous avez entendu hier, secrétaire général du CNC, qui évoquera ce que le CNC met en place pour répondre à ces questions. Pascal, avant de te passer la parole, à l'occasion de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, là, il y a un chiffre qui est venu jusqu'à moi qui est assez frappant. Il a été rappelé que le taux de chômage des personnes en situation de handicap était en France de 13%, contre 7% pour l'ensemble de la population. C'est ça, 2 fois supérieur, j'allais dire, aux travailleurs dits valides. Voilà, c'est mon introduction pour que tu... Merci, tu merci. Bien. Je vais quand même situer Audience, qui est le groupe de protection sociale des professionnels de la culture, de la communication et des médias, mais surtout aussi un employeur qui peut s'honorer d'un taux d'embauche de travailleurs en situation de handicap dans ses effectifs de 12%, quand la majorité des entreprises françaises qui sont assujetties à l'obligation d'emploi, à savoir dès qu'elles ont plus de 20 collaborateurs en temps plein, elles sont assujetties à l'obligation d'avoir 6% de travailleurs handicapés. Donc 12% est exceptionnel, puisque même la GFIP, l'organisme collecteur des entreprises assujetties à cette obligation, dit que la majorité des entreprises est 3,4, maximum 4%. Donc on commence d'abord par le faire pour nous, avant de dire aux autres peut-être qu'on peut le faire ensemble. Tout ça se situe dans le cadre de la loi du 11 février 2005, dite loi d'égalité des droits et des chances et de la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées, qui a plusieurs impacts, que ce soit un impact sur l'accessibilité aux établissements recevant du public, un impact évidemment sur l'emploi, un impact également sur la téléphonie et la communication. Ça, c'est le cadre légal. Et d'ailleurs, le CNC, Leslie, a fait beaucoup de choses sur l'accessibilité du cinéma qu'on ne peut que saluer. Le site internet est riche d'informations, je ne peux que vous inviter à vous y rendre. Donc cette loi a cet impact et à cet effet, Audience, en partenariat avec la GFIP, a mis en place la mission handicap du spectacle vivant et a enregistré qu'il y a différents secteurs d'activité, à savoir le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant, les prestataires de ces environnements professionnels, la radio et la production phonographique, avec 4 axes majeurs d'accompagnement, à savoir bien évidemment les entreprises employeuses qui cherchent à comment gérer leurs obligations, et la plupart du temps, dans nos environnements, c'est surtout des TPE, PME, c'est plutôt comment gérer notre ambition d'emploi, de travailleurs handicapés. La culture a cette qualité de ne pas s'arrêter à l'autre dans sa singularité, sa différence. Au contraire, il faut la cultiver pour régénérer, renouveler la culture. C'est également d'accompagner les salariés pour leur permettre d'intégrer cette réalité en cours de carrière, de la mieux comprendre et d'activer les droits qui sont les leurs et de les mettre en œuvre. C'est aussi d'accompagner les écoles pour pouvoir accompagner tous ces étudiants, car je le précise, toutes les écoles sont unanimes pour dire que le nombre de profils d'étudiants, de stagiaires, d'apprentis avec un handicap est en constante augmentation. J'allais dire, je suis moi-même professeur d'art dramatique au Conservatoire de Paris et je vois bien que, effectivement, c'est une réalité. Sur 32 élèves, un tiers est reconnu
en termes de handicap. Donc c'est bien quelque chose qu'ici nous n'avons pas su le gérer jusqu'à maintenant. Nous devons nous préparer, ils arrivent, et là, ils n'ont pas l'intention, ces profils-là, de passer à côté de leurs ambitions professionnelles. Il faut le dire et le rappeler. À cet effet, on se pose souvent la question, faut-il le dire, ne pas le dire, comment le dire? C'est un sujet que je ne peux qu'inviter à traiter par une médiation extérieure, parce que bien évidemment au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation, quelle qu'elle soit, directement afficher, ça veut dire aussi craindre peut-être d'être mis de côté, en tout cas d'être soupçonné de ne pas pouvoir faire comme les autres, car le mot handicap est très chargé jusqu'à maintenant et encore d'infaisabilité, d'incapacité, de lourdeur, de complications. Je connais plus de gens handicapants que de gens handicapés. Voilà quelques réponses. On peut aller plus loin. Il y a des associations qui sont dédiées à ce sujet, à savoir Arpège et 100% en dynamique. Audience est en finalisation d'un partenariat avec 100% en dynamique. Et l'on voit bien que dans nos métiers, on pense souvent artistes, interprètes, techniciens, graphistes, mais on ne pense pas à tous ces métiers transversaux que sont l'administration, que sont parfois aussi les maquilleurs, les habilleurs et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'en ouvrant dans le savoir et la perspective de ceux que nous rencontrons, on leur laisse une possibilité de se projeter dans nos métiers, ce qu'ils ne font pas spontanément et que les professionnels dédiés à l'emploi ne font pas du tout, ou trop rarement. Donc la mission handicap du spectacle vivant est enregistrée, bien évidemment, est à l'écoute de toutes les situations que vous pouvez rencontrer. Vous êtes dans cet environnement, vous êtes tout à fait légitime pour me contacter. C'est pour ça que j'ai fait afficher mon contact, parce que je vais repartir très vite après. Mais comme il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, nous avons de fortes chances de nous revoir. Voilà. Pascal, tu as été magnifiquement succinct. Il y a des outils que vous avez mis en place. Tu peux en dire un mot peut-être tout de même? Bien sûr, nous travaillons, en tout cas, si je pense à l'environnement d'Audience et à tout ce qu'il propose, systématiquement. Audience, d'abord, a mis un site internet et une plateforme téléphonique accessible au public sourd et malentendant. Le site internet, lui, est totalement accessible à tous les profils, car il faut aussi intégrer que ça ne touche pas que le sujet du handicap, mais également le vieillissement. Et dans nos métiers, on travaille beaucoup plus longtemps souvent qu'ailleurs. Et donc, pourquoi me regardes-tu fixement? Comment? Non, je disais, pourquoi me regardes-tu fixement? Mais pas du tout, parce que je veux dire, peut-être que je fais miroir. Et donc, il est évident que nous avons d'abord pensé à nos professionnels qui cherchent des informations. Tous les événements professionnels que nous mettons en place sont systématiquement mis en place dans des lieux et avec des prises de parole accessibles à tous. Là, il y a un PowerPoint, on aurait pu mettre en place les sous-titres. C'est très facile à faire. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de solutions. Le numérique, on en a parlé tout à l'heure. Évidemment, le numérique n'apporte pas une réponse à toutes les problématiques de handicap, mais a su quand même apporter un grand nombre de réponses, ne serait-ce que pour circuler, pour communiquer, je pense, au public sourd et malentendant. D'ailleurs, dans l'animation, il faut le dire, les profils sourds et malentendants sont très recherchés parce que c'est une vraie culture pour eux, le dessin. C'est une vraie démarche d'expression. Et donc, je ne peux que inviter les uns et les autres à observer ce qui existe, entre autres le secteur protégé et adapté. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont créées, qui font travailler spécifiquement des techniciens sourds ou malentendants. Je pense à la manufacture digitale, je pense à Langue Turquoise et bien d'autres. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de profils qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils puissent exprimer leur talent à leur manière. Une dernière question avant de passer la parole à Jérémy. Plus de personnes en situation de handicap se révèlent. Ça tient à... Il n'y a pas plus de personnes en situation de handicap peut-être qu'il y a 30 ans. Quel est le phénomène qui fait qu'on les perçoit plus, qu'ils se révèlent plus? Alors, ils se révèlent plus et surtout qu'ils s'affirment plus. C'est que la cité, évidemment, a pris en compte leur réalité. Nous sommes face à une génération pour qui le sujet du handicap est un peu un non-sujet. Ils se sont construits avec cette réalité-là. On le voit bien d'ailleurs dans toutes les fictions qui peuvent apparaître aujourd'hui, où partir du prisme du handicap n'a plus de sens.
On est d'abord, j'allais dire, un graphiste, on est d'abord un comédien, on est d'abord quelqu'un avant d'avoir une spécificité, et que jusqu'à maintenant, nous étions aussi dans une démarche, une réflexion confessionnelle. On vient quand même de Saint-Vincent-de-Paul, nos pauvres, donc nous avions aussi une démarche de charité. Le Téléthon, par exemple, ou le racolage sur la voie publique pour les quêtes n'ont pas contribué à cette reconnaissance. C'est 12 millions de Français qui sont aujourd'hui reconnus en situation de handicap, et c'est un chiffre qui augmente de 7,6% par an. 80% des handicaps sont invisibles. Il faut savoir qu'on s'est beaucoup arrêté. 49% des Français pensent que le handicap est d'abord moteur. Il n'en est rien. Il est évident qu'il y a à peu près 850 000 personnes qui ne se déplacent qu'en fauteuil roulant, et sur ces personnes-là, vraiment exclusivement en fauteuil roulant, c'est à peine 5% de ces 850 000. La grande majorité est plutôt concernée par des problématiques sensorielles, l'audition, la vision, plus encore sur des maladies invalidantes qui n'existaient pas avant la loi de 2005. Dans les maladies invalidantes, en soi, la maladie n'est pas un handicap, mais ses conséquences peuvent générer des pertes d'autonomie, des manques et des absences d'autonomie. Je pense le VIH, par exemple, qui peut générer des uvéites. On devient aveugle pendant 48 heures, et j'en passe, le diabète et autres. Donc, les maladies invalidantes ont été rajoutées, ce qui contribue à augmenter, et puis surtout, le handicap psychique, qui n'a rien à voir avec le handicap mental, puisque ça touche la santé mentale, et on voit bien que nous autres en France, on ne va pas bien dans nos têtes. Merci beaucoup. Jérémy, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour le 3D, je pense à une approche assez remarquable. Nous aurions pu inviter d'autres écoles, je ne doute pas que ce soit le cas dans d'autres établissements. C'est tombé sur toi. Oui. Pour prolonger effectivement le sujet, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui se révèlent être en situation de handicap. Donc nous, on a la chance d'intégrer le périmètre universitaire depuis 2017 en intégrant l'Université catholique de Lille, ce qui nous a permis un peu de changer d'échelle à ce niveau-là, parce que finalement, je pense que si on était resté dans le cadre d'une école strictement privée, on n'aurait pas eu les mêmes moyens que ce qu'on a aujourd'hui pour justement déployer des dispositifs qui permettent d'entendre et de traiter finalement et d'intégrer au mieux ces situations-là. Donc finalement, l'Université catholique de Lille a mis en place déjà, donc c'est une université qui est importante, 35 000 étudiants dans le Nord, 5 000 salariés. Et nous, on est une petite faction là-dedans, parce qu'on est en tout 400 avec les étudiants et le staff, et après nos intervenants extérieurs. Mais du coup, on a pu bénéficier de choses qui ont été mises en place à l'université. Donc, ils ont développé une structure qui s'appelle... déjà un dispositif qui s'appelle la mission d'accueil du handicap, hein, donc qui est un peu dérivé du dispositif national, hein, et qui a permis de mettre en place ce qu'ils ont appelé le CPSU, qui est un centre polyvalent de santé universitaire. Ce CPSU est intégré dans un organe plus important qui s'appelle le Hall, qui regroupe 5 services pour la vie étudiante: la restauration, le logement, le sport, la scolarité et la santé. Donc c'est assez conséquent, et ça permet malgré tout d'être à l'affût et de traiter toutes les situations et toutes les difficultés de la vie étudiante au quotidien, avec des missions particulières, notamment au niveau de la santé, une mission de prévention avec des visites médicales à tout niveau, psychologique, gynécologique, strictement médical, le soin forcément, et on a noté par exemple post-Covid de 12 937 consultations dans l'année 21-22, l'accueil et finalement la gestion du handicap dans les formations et dans les différentes entités. Donc avec un indicateur national de 1,82% de population étudiante en situation. Pour Pôle 3D, nous on a 5%, on pourrait rentrer un peu le détail, de personnes en situation de handicap. Et ça a permis finalement de mettre en place des référents pour chacun des niveaux, et notamment pour le handicap et finalement la santé dans chaque établissement. Là, à titre d'exemple, on a aussi une répartition des demandes d'aménagement, parce que finalement, chaque cas qui va être enregistré va permettre de déployer ou d'appliquer un aménagement. Et donc, on s'aperçoit effectivement qu'il y a différents types d'handicap, moteurs, sensoriels, psychiques, les troubles en 10, les maladies invalidantes, etc.
On s'aperçoit que pour l'année dernière, on était à 911 cas, avec finalement une distribution qui est majeure sur les troubles en 10 notamment. Et on s'aperçoit effectivement qu'après, on peut aussi cumuler plusieurs situations parfois. Au niveau du dispositif qui est appliqué, finalement, donc le premier, c'est finalement de réussir à mettre et à nommer dans les équipes un référent par thématique, notamment pour la vie étudiante, pour la gestion du handicap dans la formation, et finalement ce qui est violence, harcèlement et discrimination, donc plutôt sur les autres sujets. Donc le plus important, c'est d'établir un dialogue, finalement de réussir à communiquer les dispositifs, l'existence de cette gestion-là et cette prise en considération, donc d'avoir le référent qui va pouvoir mettre en place des campagnes d'information, de mettre en place des petites colloques ou des petites réunions qui vont permettre d'éveiller, de faire jaillir, ou en tout cas de faire révéler les personnes, et qui vont pouvoir du coup se déclarer et venir prendre connaissance des modalités qu'on va pouvoir mettre en place. Donc finalement, le principal, c'est de créer un dialogue, et mettre en confiance, que finalement, on s'aperçoit que nous, dans nos formations, avant ça, c'était tu la plupart du temps. Les situations restaient un petit peu secrètes, et on s'apercevait qu'il y a des difficultés, et on devait creuser pour aller chercher. Là, de pouvoir mettre quelque chose en amont et de le dire tout de suite, ça permet quand même de les engager avant même qu'on puisse les identifier. De mémoire, c'est le cas dans votre plaquette, dans vos événements, dans la journée de rentrée, dans un mail qui est envoyé à tous les étudiants à leur arrivée. Je me permets peut-être de préciser que sur le site de la mission, on a créé une fiche pratique pour les référents handicap, spécifiquement pour permettre aux organismes de formation. Donc, une fois que les cas sont identifiés, on va pouvoir mettre en place des choses, donc notamment faire remonter la demande officielle pour créer des aménagements qui vont pouvoir susciter les rencontres avec un médecin. Bien souvent, il y a une rencontre pédagogique, une rencontre, ou même des échanges téléphoniques avec les médecins qui sont en amont. Ensuite, le référent de l'école va pouvoir traiter la faisabilité des aménagements suite aux préconisations qui ont été données par les médecins. On va pouvoir mettre en place ensuite un entretien avec l'étudiant en question ou les étudiants, le référent, mais aussi les pédagogues pour finalement informer et distribuer les actions vers chacun. Et ensuite, mettre en place des niveaux de diffusion d'informations en fonction de l'importance ou la confidentialité qu'on peut engager sur les sujets pour finalement permettre aux personnes d'évoluer le mieux possible. Donc on s'aperçoit qu'il y a plusieurs types d'aménagements qui sont mis en place. Donc pour nous, on voit qu'effectivement c'est de plus en plus croissant. Là, on est à 20 aménagements déclarés actuellement. Sur les dernières années, ça a doublé. Et on s'aperçoit que finalement, il y a encore des cas qui se déclarent au fur et à mesure de l'année. Donc là, pour l'instant, on est à 20 depuis le mois de septembre. Mais on sait qu'on va sûrement augmenter ce chiffre-là d'ici la fin de l'année. Donc effectivement, la typologie d'aménagement, on a des aménagements pédagogiques sur la partie verbalisation, oralisation et les consignes des supports de cours. Le tutorat, donc de mettre en place des cours de soutien, d'aider à l'organisation pour le suivi, pour le traitement des travaux. La gestion du temps, les tiers-temps, les absences, donc vraiment un aménagement du temps spécifique, et parfois, effectivement, pour tout ce qui est sensoriel, l'adaptation du matériel, notamment pour les casques audio ou des choses comme ça qui peuvent nécessiter parfois des choses spécifiques. Pour nous, effectivement, on s'aperçoit que la répartition, elle est un petit peu la même chose qu'à l'échelle de l'université. La majeure partie des cas sont des troubles en 10. Et on peut aussi relever parfois des accumulations d'handicap. On communique effectivement tout ça très en amont vers les étudiants, à travers des moments d'entrée, les séances d'information. Mais dès finalement l'intégration, en étant sur Parcoursup, on peut aussi tout de suite remplir une fiche qui va permettre de se déclarer en situation de handicap par rapport à un aménagement qui a pu être mis en place déjà au lycée. Et après, ensuite, on va pouvoir donc communiquer ça à différents niveaux vers nos services. On a pu aussi animer sur nos réseaux sociaux et notamment sur Discord des cellules qui vont permettre des profils vers lesquels les étudiants peuvent se diriger. On a notamment créé un profil qui s'appelle Simone Veil, qui est donc un profil de vigilance sur tous les sujets, à la fois handicap, VHD et les sujets un peu sensibles. Donc voilà, comme je disais, sur Parcoursup, on peut déjà se déclarer. Sur le site web, on a différents portails ou différents espaces spécifiques qui permettent de s'orienter selon les choses qu'on a besoin de déclarer, que ce soit les bourses, le partie santé handicap, mais aussi les prénoms d'usage. Donc on essaie de vraiment d'avoir cette notion d'inclusion qui nous tient à cœur dans les valeurs qui sont déployées par l'université et par l'école.
Et ensuite, ben, finalement, le plus important, c'est de réussir à gérer ça au quotidien. Et c'est ce qui prend le plus de temps, finalement, parce que maintenant que les routines de prise de connaissance, d'établissement du dialogue sont établies, le plus difficile, c'est de traiter les choses dans le temps. Et donc, on met en place 2 entretiens spécifiques qui sont programmés dès que l'aménagement est reçu et qu'il a été entendu. Mais en revanche, on met des entretiens à la demande dès qu'il y a une difficulté. Et ensuite, on ajuste en fonction au quotidien. Et au niveau de l'accompagnement, finalement, dans nos formations, on sait qu'il y a la notion de développer un film, les enseignements qui sont spécifiques, il y a une proximité, une connivence qui se met en place avec les enseignants, et ça permet finalement rapidement de voir les difficultés, parfois qu'elles soient liées à un handicap ou pas. Parfois, on peut voir qu'il peut y avoir des situations de clivage dans les groupes, quand il va y avoir des tensions, quand la charge de travail va augmenter, quand les difficultés scolaires vont arriver aussi, parce que finalement, entre un cours d'art, un cours de programmation ou un cours de réalisation, ben, il peut y avoir aussi des difficultés à percevoir telle ou telle nuance, et parfois des décrochages peuvent se manifester. Donc pour nous, c'est important que finalement le lien avec les enseignants permette d'identifier rapidement ces phénomènes-là pour les traiter et parfois déclencher nous-mêmes des entretiens. Et donc ça nécessite une vigilance de toute l'équipe, à la fois pédagogique et administrative. Et donc dès qu'on peut diagnostiquer une situation, on lance les mesures adaptées. Donc voilà, donc on a pu mettre en place cela. Et ce que je voulais dire peut-être pour conclure, c'est que finalement, le plus important, c'est le poids que ça implique au niveau de la charge de travail pour le staff. C'est que ça implique beaucoup de temps, malgré tout. Mais il est important de le faire parce que finalement, on en sort toujours gagnant dans la relation avec l'étudiant, finalement les progrès qu'on peut noter aussi sur les personnes qui peuvent avoir des difficultés, et d'avoir des résultats à la fin et au sortir des études, c'est plutôt une chouette chose. Merci beaucoup, Jérémy. Je ne doute pas qu'il y ait... Si on a le temps pour les questions, que la salle t'en adresse. Loïc, c'est presque un témoignage que je t'ai demandé de faire. Ça fait maintenant longtemps que tu travailles, toi aussi tu as des cheveux blancs, tu travailles dans ce domaine-là. Dans la conversation que tu avais tout à l'heure avec Pascal, tu rappelais que c'est un handicap que tu as peut-être depuis la naissance, en tout cas qui a été découvert très tôt et avec lequel tu as dû vivre, travailler. Tu peux nous en dire un mot avant qu'on parle de ce qui a été mis en place pour t'aider à t'insérer? Merci pour votre invitation, merci Patrick. Et merci Pascal pour votre présentation, parce que ce qui m'a plu dans votre présentation, c'est que vous parlez de qui peut être handicapé, non pas de qu'est-ce que c'est qu'un handicapé. Et ça, c'est ce qui est le plus important quelque part, c'est de se sentir pris en compte comme vous et moi. On respire, on mange, on a des enfants, une famille, une vie. Et simplement, on a peut-être 200 ou 300 plus, 3 emmerdements de plus par jour que vous en avez. Parce que le simple accès à des choses classiques, eh ben on n'y a pas accès. Voilà. Et donc vous posiez la question de qui sont ces handicapés. Ça m'a touché. Je vous remercie. Alors moi, j'ai une déficience visuelle qui s'est déclarée lorsque j'avais 8-10 ans. Le temps qu'on comprenne ce que c'est, dans les années 60-80, quand on ne voyait pas bien, on mettait des lunettes. On avait des gros culs de verre comme ça, et puis on voyait pas grand-chose. Et puis au bout d'un moment, j'ai trouvé un ophtalmo qui a compris, qu'il a eu l'intuition, qu'elle avait eu l'intuition que j'avais un truc spécial. Donc ça veut dire qu'à 11 ans, on me pose un diagnostic, et puis un tampon, comme ça, handicapé sur la tête. Et donc, à ce moment-là, on n'est plus vraiment une personne valide, on ne sait pas trop ce qu'on est, voilà. Et quand voilà, ça se déclare dans l'adolescence. Moi, j'ai une dégénérescence maculaire. Ça veut dire que les cellules du centre de mon œil se détruisent petit à petit au contact du soleil, des ultraviolets. Donc toute ma vie, je peux détruire petit à petit les cellules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai commencé avec une acuité de 8/10, et là, actuellement, je dois être à 1/50 à chaque œil, voilà. Donc c'est pas beaucoup. Les gens disent c'est même pas vrai, parce que quand tu marches, tu te prends pas les platanes et tout ça. Non, c'est vrai, parce que j'ai le centre de la rétine qui est abîmé, mais par contre, la périphérie fonctionne. Donc en fait, vous parliez des handicaps qui se voient ou des handicaps qui ne se voient pas. Moi, pratiquement toute ma vie, j'ai dû expliquer ou justifier mon handicap. Et ça, c'est une autre difficulté qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la formation, dans la profession, dans les études, les relations, etc. C'est en permanence comme ça. Les gens vous disent, mais tu fais de la trottinette, tu n'es pas aveugle? Enfin non, je ne suis pas aveugle déjà, je vois peu.
Et je fais de la trottinette. Et tant que j'ai pas eu d'accident, c'est que j'y arrive. Mon parcours a été le suivant. J'ai eu une scolarité difficile, difficulté parfois d'intégration à l'école, parce que justement, quand on demande, quand le prof m'amène un exercice en x2, taille x2 ou x3, ben les autres ils disent c'est quoi ça, c'est chouchou. Enfin, il y a un peu cette suspicion qui traîne un peu tout le temps, et c'est donc quelque chose d'assez difficile. Moi, j'ai un peu décroché au niveau école. J'ai eu le bac, j'ai eu exactement 10. Mon bac, j'ai eu mention passable. Voilà, j'ai eu pile 10, c'est-à-dire qu'il me manquait 0 point, mais voilà. Et après, le problème de... Alors, pour moi, le métier du son, c'était c'était évident depuis très jeune. J'ai vraiment eu l'occasion de faire des stages, de voir travailler des gens et d'entendre tout un univers que j'avais envie de développer pour le cinéma. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire dans le son, mais en tout cas, c'était une évidence. Et le volet formation, donc quand on va au CIO, on nous dit, voilà, il y a 2 ou 3 formations. Moi, c'est les années 80, 80-90. Donc, je suis né en 70. Donc, toute cette partie d'études, c'est dans ces années-là. Et donc, le volet formation, on connaît déjà peu ces métiers. Donc moi, non seulement j'ai un problème de handicap, mais en plus, je m'intéressais à des métiers qui n'étaient pas connus dans le parcours scolaire. Donc on me conseille 2 écoles, c'est Louis Lumière, la Fémis. Puis on me dit, oh mais la Fémis c'est trop littéraire, tu n'auras aucune chance. Alors qu'en fait c'est certainement la meilleure école de cinéma française. Je le dis pour les gens qui veulent faire du son et du cinéma. Donc je me mets dans ce parcours de, je vais apprendre ce métier. Donc pour apprendre ce métier, il faut faire des concours pour rentrer dans ces écoles. Et la seule voie que j'ai, c'est la fac. La fac, je me retrouve sur des bancs au premier rang, mais au premier rang, je suis à 10 mètres. Donc je vois rien de ce qu'il y a sur les écrans. Donc je fais des photocopies. Ma journée passe à ça. Dès que les cours sont faits, je fais des photocopies des potes. Et après, je déchiffre, j'écris et j'essaie d'ingurgiter tout ça. Ça veut dire que très rapidement, je me rends compte que je ne peux pas faire d'études. Et à ce moment-là, coup de chance, j'ai l'occasion de faire un stage à Folimage. Ça, c'est les années 90. Et puis dans ce stage, il y a quelqu'un qui m'accueille, qui fait du montage, il avait envie de se débarrasser d'une partie du boulot qu'il faisait. Il dit, mais tu saurais faire ça? Alors, moi, j'étais là 2 semaines, j'essaye, ok, ça marche. Et parce que voilà, on aura un film sur lequel il faudrait travailler dans quelques mois. Donc, je me défonce pour arriver à faire ça. Je reviens l'été, je refais un stage tout l'été en me disant, là, je serai au point en septembre. Et en septembre, j'attaque. Et je fais ce qu'on appelle un contrat individuel d'adaptation, CIA. Ça me fait toujours rire. Contrat individuel d'adaptation, le principe, c'est l'entreprise paye 25% du salaire, le reste est aidé, et elle s'engage à m'aider à me former. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'équipe Folimage, avec un département son qui était à développer. Il était là, mais il était petit, modeste, et il y avait des envies de faire des choses pointues, donc il fallait développer ce secteur. Et donc c'est très bien parce que moi ça me plaisait. Donc je me suis formé en formation professionnelle, et là j'ai pu obtenir de l'aide, notamment la GFIP par exemple. Et c'est comme ça que j'ai pu faire plusieurs formations professionnelles tout en travaillant. C'est-à-dire que je faisais toujours mon dernier stage à Folimage en me disant, tiens, s'ils ont du taf, je reviens. Et à chaque fois, il y avait des trucs à faire après, donc j'ai continué. Et puis le studio avance, les ambitions avancent, on me confie mes premiers sound design. J'ai fait un film qui s'appelle Au bout du monde, c'est un de mes premiers films qui a fait le tour du monde, qui était un film remarqué pour le son. Et à ce moment-là, je sens que j'ai un peu plus de crédit. Je me souviendrai du réalisateur-producteur qui me dit, voilà, moi ton handicap, il me pose pas de soucis, hein, tant que tu es aussi bon et rapide qu'une personne valide, tout va bien. Et ça, en fait, c'est une phrase que j'ai toujours gardée en tête, parce qu'en fait, ça veut dire, tu dois t'arracher, tu dois te défoncer, et tu dois donner le maximum pour être au moins aussi bon que les autres. Voilà. Donc c'est clair que c'est un combat. C'est vraiment un combat qui vous occupe toute la vie, tout le temps. Après arrive la question de l'équipement, parce qu'on va en parler de ça. C'est vrai, j'ai encore le temps, j'ai un tiers-temps. T'as plus beaucoup de temps, mais voilà, donc c'est tellement passionnant ce que tu nous dis que voilà. Mais je pense que c'est important de parler du parcours. Voilà. Et merci. Et donc l'équipement, évidemment, on travaille avec des ordinateurs. Les ordinateurs, ça veut dire qu'il faut les regarder. Moi, je me mets des fois avec des loupes, je suis collé à l'écran. Donc on s'est dit que ce serait bien d'avoir des plus gros écrans, etc. Donc il y a eu un premier équipement dans lequel la GFIP est intervenue. Et ça, c'était quand tout se passait bien. Et un premier équipement. Et puis, plusieurs années après, il y a eu des changements de direction.
des gens qui sont partis, d'autres qui sont... Voilà, etc. Et avec des envies différentes, avec des idées différentes. Moi, je travaille sur Macintosh. Sur Macintosh, il suffit d'avoir le doigt sur contrôle, la molette, et je peux accéder à toutes les infos en grande taille. Donc, je peux naviguer comme vous et vous. et je peux, comme ça, aller chercher les infos et travailler. Donc, aucun souci. Et là, le gars, il voulait qu'on passe sur PC. Donc, gros combat. On arrive à se fixer quand même à rester sur Mac. On reçoit le matériel et il s'aperçoit qu'il a oublié des écrans. Donc, on installe. Le lendemain, il vient, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Ton handicap, quand même, je me rends compte comme c'est difficile. Peut-être qu'il faudrait qu'on étudie un nouvel aménagement de poste. Et donc à ce moment-là, on fait venir la GFIP. Et moi, j'étais dans un truc où je disais, mais vous savez, je suis intermittent, je travaille avec Folimage, mais pas que. Je travaille aussi avec beaucoup d'autres productions. Je fais de l'enseignement, je fais des conférences, je fais des masterclass. Et quelque part, la question qui se pose pour moi, c'est aussi celle de m'équiper, parce que je suis intermittent. Et je pense que si un handicapé a les mêmes droits que les autres, il a le droit aussi de rester intermittent. On va voir pourquoi je dis ça. Et donc, peut-être que ce serait important que je commence à penser à m'équiper aussi pour mon projet professionnel. Parce que voilà, on s'entend très bien, tout va bien. Mais, et il se trouve que là, on commençait déjà à avoir des tensions. Il y a un des directeurs de la GFIP qui vient, qui essaie de nous persuader que c'est la meilleure idée d'équiper Folimage en disant de toute façon, nous, l'argent, c'est l'argent des entreprises, c'est pas l'argent des handicapés. Donc, ok. Et après, il y a ce truc de dire oui, mais tu comprends, tu pourras toujours travailler sur les prods extérieurs, dans le studio. D'accord, ok, très bien. Donc finalement, on fait quand même cet aménagement qui me demande... alors, ça demande quand même de l'investissement parce qu'il faut rencontrer une association, voir plein de spécialistes qui vont pouvoir nous aider, nous guider, etc. Mais ça veut dire des déplacements, ça veut dire des journées qui sautent, des demi-journées qui sautent, etc. C'est pas anodin pour la personne handicapée parce qu'il doit faire tout ça, lui, tout seul. Moi, je suis allé à Lyon plusieurs fois et prendre des rendez-vous. C'est des journées pendant lesquelles je ne travaillais pas, des déplacements à mes frais. Donc voilà, et on arrive à faire un aménagement de poste. Évidemment, moi, je ne sais pas comme, je sais pas, un comptable où on connaît très bien son métier, on a référencé son travail et on le comprend. Je fais un métier qui est un peu différent, dans lequel faire un aménagement de poste, c'est compliqué, il faut le comprendre, ce métier. Et donc, on arrive à faire des choses qui étaient pas mal. Et puis, le temps passe et des directeurs changent encore. Le studio est racheté, il y a des nouvelles politiques qui évoluent. Et quelque part, on arrive à une situation où maintenant, je suis dans un studio dans lequel le son qu'on a permis de développer pendant des années n'est plus une priorité. Et puis, le studio déménage, donc on perd le studio qu'on avait auparavant. On perd le studio son qu'on avait à l'époque. Et là, maintenant, je me retrouve dans un studio dans lequel j'ai mon matos aménagé, mais c'est plus un studio. Il n'y a plus une qualité de travail acoustique, etc. Donc, en fait, je me rends compte que, quelque part, j'ai 32 années de métier. Et au bout de 32 années de métier, je me pose vraiment la question que j'avais soulevée il y a une quinzaine d'années, qui était peut-être qu'il faudrait que je commence à faire un espace pour travailler, parce que en tant que handicapé, ayant des difficultés à lire, si je ne peux pas sauter d'un studio à l'autre et être opérationnel comme ça. Il faut que je vienne, que j'adapte le lieu, que je mette mes écrans et des assistances, etc. Je voulais te laisser conclure parce que je trouve que ce témoignage, peut-être, il va dire plus que tout ce qu'on va pouvoir échanger entre nous sans mésestimer ce que va nous dire maintenant Leslie et la manière dont le CNC, dans le cadre de sa politique RSE, se saisit de cette question de l'accès aux personnes en situation de handicap. Super. C'est vraiment très bien. C'est mieux. Bonjour à tous. Il faut qu'on se parle. Je pense qu'on peut vous aider. En tout cas, voilà, j'aimerais bien qu'on ait une conversation après cette table ronde. Alors, je ne vais pas être trop longue parce que, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à rajouter après ce qui vient d'être dit. Le CNC s'est engagé depuis de nombreuses années dans tout ce qui est accessibilité aux salles de cinéma et accessibilité aux œuvres. C'était la dernière des mesures qu'on a pu prendre porte sur l'obligation d'avoir des fichiers d'audio-description et de sous-titrage pour l'ensemble des films d'initiative française
qui reçoivent un agrément de production. Donc depuis le 1er janvier 2020, si le producteur ne présente pas au CNC le fichier d'audiodescription et de sous-titrage du film, il n'a pas d'agrément de production. Donc c'est une condition qui est assez forte et qui fait que désormais l'ensemble des films d'initiative française sont équipés de ces fichiers-là. Après, c'est pas parce qu'ils sont équipés que pour autant les films sont correctement vus, mais c'est déjà une première étape. On a beaucoup travaillé sur la mise aux normes en accessibilité des salles de cinéma, donc on finance les investissements qui sont nécessaires à ces éléments-là. On va financer aussi pour les prods de petite importance les fichiers, justement, d'audiodescription et de sous-titrage. Et puis on s'est rendu compte, il y a maintenant 2 ans, qu'il y avait vraiment un trou dans la raquette dans l'ensemble des dispositifs que nous mettions en place. C'était l'accompagnement, l'insertion dans l'emploi des personnes porteurs de handicap, mais dans nos filières. Donc dans les filières du cinéma, de l'audiovisuel, de l'animation, des industries techniques. Donc c'était vraiment le trou dans la raquette. Et on a proposé à Roselyne Bachelot de mettre en œuvre un appel à projet qui s'appelle Les uns et les autres. Et donc la première édition de cet appel à projet s'est tenue au printemps dernier. Et on a du coup, dans le cadre de cette opération, la possibilité de financer des actions, quelles qu'elles soient. Ça peut être une prod, ça peut être un événement, ça peut être une formation, ça peut être un équipement, ça peut être un aménagement, enfin, peu importe la nature du projet. L'idée, c'est que ça favorise l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et c'est vraiment la seule contrainte qu'on fixe à ce projet-là. On a eu 12 projets qui ont été déposés, 8 ont bénéficié des aides du CNC. Dans ces projets-là, on a eu une plateforme qui permet de mettre en relation des travailleurs, des salariés porteurs de handicap avec des employeurs. On a eu une formation professionnelle continue. On a eu une série TF1 où il y avait des acteurs, des comédiens qui étaient porteurs de handicap, et donc on a financé leurs accompagnateurs pour que le travail se fasse dans des meilleures conditions. Enfin voilà, peu importe la nature du projet. Et pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi j'ai tenu à être là aujourd'hui, parce que j'ai un peu fait le forcing, c'est que j'aimerais beaucoup, vraiment beaucoup, que vos secteurs, vos écoles, vos entreprises viennent chercher des financements publics. Vous n'aurez pas souvent l'occasion d'avoir le CNC qui vous propose de faire ça. Mais venez chercher, on finance jusqu'à hauteur de 50 000 €. Le prochain appel à projet, il va être ouvert au mois de mars. Sandrine Bonner est notre marraine. C'est extrêmement important qu'on puisse accompagner des initiatives, les vôtres, dans ces sujets, dans ces domaines-là. Et donc voilà, c'était la seule chose que je voulais dire aujourd'hui. Et je m'arrête là parce que je pense que pas besoin d'en dire plus. Appel à projet les uns et les autres, c'est sur le site du CNC. Très bien, il nous reste un petit peu de temps pour des questions. Bonjour, c'est pour une contribution. Donc, je m'appelle Malika Amlaoui, école Titra, donc Titra Film. Et je voulais apporter un zoom sur justement une formation faite par Retour d'Images pour les collaborateurs aveugles qui aident et qui accompagnent pour l'écriture d'audiodescription. Et cette formation donc, va démarrer en décembre, dure jusqu'en mars. Donc il y aura 8 aveugles qui vont être formés pour collaborer à l'écriture d'audiodescription. Et l'objet, c'est aussi d'inciter les producteurs et les laboratoires à engager un collaborateur aveugle pour améliorer l'écriture d'audiodescription. Et donc je serais ravie de vous mettre en contact avec ces collaborateurs pour les engager. On a, dans le cadre de l'appel à projet, financé Retour d'Images, tout à fait, qui forme justement ces opérateurs-là. Donc on est très, très fiers de vous avoir accompagnés. Merci. Céline Tourieux de FUST, toujours. Dans nos studios, nous, on a 2 personnes malentendantes et qui, en fait, n'ont pas réussi à faire reconnaître leur handicap parce que, de ce que j'ai compris, ils occupent des postes où c'est estimé que leur handicap n'est peut-être pas suffisamment handicapant pour l'être. Enfin, c'est des postes d'assistant réel ou ce genre de poste. Pourquoi, comment? Alors, je peux tenter de répondre, si ce n'est que, ne connaissant pas tout à fait la situation, je vais y aller sur la pointe des pieds. Ce que je voulais dire par rapport à ce que vous disiez, Loïc, c'est évident que tout ce que vous avez pu mettre en place, c'est aussi parce que votre réalité a été reconnue administrativement. On ne peut rien faire dans les écoles, c'est pareil partout. Je crois qu'il faut quand même le rappeler, d'où l'intérêt
que les collaborateurs n'aient pas peur de se révéler, puisque l'employeur ne peut absolument rien faire, au risque de paraître inégalitaire vis-à-vis des autres collaborateurs, donc justement de créer une sorte de privilège supposé. Donc c'est très important de se faire reconnaître. Maintenant que la reconnaissance ne leur pas été accordée, ça je ne comprends pas. Qu'il n'y ait pas eu d'adaptation de poste, ça c'est possible. Tout dépend de l'expert qui s'est déplacé. Mais en tout cas, un handicap ne peut pas ne pas être reconnu. Ça, c'est inconcevable. C'était avant leur arrivée dans notre studio. Hein. Oui. Voilà, Alors après, ils nous ont raconté leur parcours. Et ont-ils été au bout? Se sont-ils adressés aux bonnes personnes? N'ont-ils pas souhaité se faire reconnaître? Car c'est un droit. Si, eux, en l'occurrence, on n'est pas obligé. Et on n'est pas obligé d'en faire état non plus. Bonjour, Gwenaëlle Rialan, je suis donc l'école Anathène Arts Narratifs et Technologies Nouvelles à Tarbes. Et on se retrouve devant des profils justement d'étudiants qui, malgré qu'on mette en place un référent handicap, ne se sentent pas handicapés, ne se positionnent pas en tant qu'handicap. Et où les parents même refusent un peu de le voir. Et nous, en tant que formateurs, on le voit très rapidement, plus particulièrement sur les profils d'autistes. Comment on peut, parce qu'on sent qu'il y a un aménagement qui doit être fait, on sent qu'il y a un accompagnement qui doit être fait pour cet élève pour qu'il puisse monter dans ses compétences, ça va être un frein. Et on ne sait pas par quel biais, comment prendre la famille et l'accompagner pour ça. C'est délicat. Voilà. En effet, on s'aperçoit qu'effectivement, des cas restent passés sous silence, où ils ne veulent pas se manifester, et on les diagnostique, nous, en les voyant évoluer dans l'école ou dans les enseignements. Et la seule chose qu'on a pu faire, nous, c'est de parfois les inviter par répétition à aller vers les médecins ou auprès du référent handicap pour mettre en place l'aménagement. Et sinon, dans tous les cas, on mettait en place les choses, on les participait aux actions de suivi ou d'accompagnement spécifiques qu'on mettait en place pour les autres, donc des cours de soutien ou des tiers-temps qu'on essayait de leur octroyer pour leur montrer aussi qu'ils avaient la possibilité d'aller les chercher. Je pense qu'il est important aussi de mettre en relation avec le référent handicap de l'organisation, car il est un médiateur. C'est aussi de rappeler l'exigence du groupe autour de l'étudiant, qui lui aussi veut réussir, l'exigence professionnelle du professeur, de l'enseignant, quoi qu'il en soit. C'est souvent quelque chose qui mobilise la prise de conscience de la part de la personne et de la part de son environnement familial. Ça contribue. L'objectif, c'est bien évidemment que tout le monde réussisse et s'honore de cette réussite et que ce soit un confort et un bien-être dans les études pour tout le monde. Je voudrais me permettre d'ajouter que c'est très difficile de reconnaître et d'accepter un handicap et de vouloir mettre un sticker dessus. C'est-à-dire que pour les familles comme pour les sujets, c'est très difficile. Moi, j'ai une famille qui s'est disloquée tout simplement parce qu'il y en a qui étaient pour la reconnaissance, d'autres qui n'y étaient pas. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut accompagner aussi. Je pense qu'il y a un travail psychologique à faire là-dessus parfois pour déjà lancer quelque chose, à mon avis. Et peut-être aussi juste de demander quels sont les besoins et non pas quel est le handicap. Ouais. Juste dire à la personne quels sont vos besoins, parce que c'est lui l'expert de sa réalité, c'est important de le rappeler, c'est lui qui s'est organisé autour de sa réalité, ça veut dire qu'il amène des outils, des informations, des process, et donc c'est lui qui connaît ses besoins et les solutions. Il ne connaît peut-être pas toutes, on peut en trouver avec lui, mais il est important de le valoriser aussi, car il est un partenaire de réussite, et il n'est pas dépendant de notre accueil, mais il est bien partenaire de réussite. C'est important de le rappeler aussi à l'autre. Donc Simon Janot pour l'Institut Sainte-Geneviève. Je voulais savoir si le dispositif incluait aussi tout ce qui était cas de dépression. Dans beaucoup d'écoles, il y a des étudiants qui ont explosé en termes de dépression, antidépresseurs. Et en plus, c'est un peu compliqué parce que parfois, c'est aussi confondu avec un manque de motivation. Parfois, c'est aussi utilisé comme une excuse. Ou des addictions. Ou des addictions aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Est-ce que ça fait partie des... Ça fait partie, ce sont les handicaps psychiques, la bipolarité, une dépression sévère, évidemment, comment dirais-je, doivent être diagnostiqués en tant que tels. Je rappelle qu'avoir un statut de travailleur handicapé n'est pas éternel pour tout le monde, que ce peut être assujetti justement à une problématique de santé mentale, donc il y a une perspective quand même d'en sortir pour certains,
heureusement. Après, il y a la schizophrénie, et donc on est sur d'autres endroits, mais il est évident qu'il faut aussi le rappeler à tous ces étudiants, ce n'est pas éternel. C'est en gros sur une durée de 5 ans, le statut. Il est renouvelable. Heureusement, depuis la volonté de Sophie Cluzel, ancienne secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, a été institué le fait que pour certaines catégories de handicap, il était indécent de demander le renouvellement tous les 5 ans de justifier. Donc c'est une situation aujourd'hui qui est réglée. Il y a des catégories de problématiques de handicap qui n'ont plus à justifier au cours de leur vie, mais pour cette typologie de profil, il est évident que la fragilité de la santé mentale est un phénomène auquel nous devons nous préparer, car il est récurrent, exponentiel. Rousseau Jérémy, moi je fabrique un logiciel de dessin animé avec une interface pour malvoyants en bicolaire. On arrive sur du noir et blanc, mais on peut choisir d'autres couleurs. Et c'était pour s'adapter au départ pour les écrans pour malvoyants, parce que j'ai trouvé aucun écran vraiment satisfaisant, qui accepte les logiciels du marché qui ont tous à peu près le même type d'interface. J'ai été recherche sur comment bloquer les UV. J'aimerais bien en discuter après, parce que moi j'ai un problème aussi avec ça. Pas de destruction des yeux, mais un autre problème. Ici en Charente, il y a 23 000 demandes tous les ans à la MDPH. Il y en a 10 000 d'acceptés. Moi, j'ai des chiffres là-dessus. 10 000 personnes à l'AH. Selon mes calculs, 16 000 au RSA. Moi, je me pose beaucoup de questions sur le secteur du handicap et du secteur du dessin animé. Voilà, j'ai plusieurs ambitions professionnelles dans ce secteur. J'aimerais bien parler avec tous les intervenants. Merci. 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 Il est certain que le législateur n'a pas pensé à nos environnements professionnels en créant la loi de 2005 sur l'emploi des travailleurs handicapés, et qu'à cet effet, nous travaillons au sein d'Audience à comment mobiliser justement les différents interlocuteurs sur le sujet, car on voit bien que l'intermittence, l'allocation adulte handicapé ne vont pas toujours de pair, et voire même peuvent être des objets décourageants, que les outils qui sont aujourd'hui proposés en termes d'information ne parlent pas à nos professionnels dans l'environnement de la culture, des termes qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Si je pense par exemple adaptation de poste, il faut au moins 6 mois de recrutement, ce qui n'est pas toujours un usage chez nous. Il faut au moins 3 mois pour adapter un poste, ce qui n'est pas toujours évident pour des emplois courts et des recrutements rapides. Donc il y a toutes ces choses-là aujourd'hui sur lesquelles je peux vous garantir qu'Audience et ses partenaires se mobilisent pour faire en sorte qu'il n'y a qu'un seul code du travail et tout le monde doit pouvoir s'y reconnaître. Merci. Merci pour votre accueil et votre à vous. invitation. À très bientôt.